Bonjour à tous. Tout le monde, ouais, vous m'entendez? C'est bon. Donc on va parler de PostgreSQL. Qui a déjà utilisé PostgreSQL? Ouais, en production? À peu près le même nombre, ok. Bon, vous êtes content? Ouais, ouais, ça marche bien. Ouais. Bon, donc on va essayer d'avoir un angle de vue sur PostgreSQL côté DevOps. Alors le point de vue que j'ai retenu sur cette présentation-là, c'est le point de vue de, à la fois, on a un outil avec lequel les développeurs sont à l'aise pour travailler, peuvent développer des fonctionnalités avancées, et à la fois au niveau de l'aspect de la production, on va essayer de limiter le nombre d'outils qu'on déploie en production. On va avoir un outil de confiance qui permet de faire beaucoup de choses, et on va voir jusqu'où on peut aller avec PostgreSQL, et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir des productions qui deviennent super compliquées avec des milliers d'outils différents, etc. Sachant qu'on peut disposer déjà de Postgres. Donc moi je travaille à Second Quadrant, on fait tout ce qui est activités de support aux entreprises autour de l'open source, donc tout ce qui est classique, formation, support 24/7, consulting, etc., etc., accompagnement de projet. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur Postgres. Si vous utilisez encore MySQL, il y a un outil là dans la liste qui s'appelle pgloader et qui vous permet de migrer à Postgres en une ligne de commande l'ensemble de votre base de données. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc l'idée c'est de vous montrer que PostgreSQL en fait c'est YesQL. Vous avez peut-être entendu parler du NoSQL avant. Donc, nous on fait du YesQL en fait. Voilà. Et donc, c'est pas seulement SQL, on va voir. D'où on vient avec PostgreSQL, on parle de système de gestion de données relationnelles. C'est des vieux trucs qui existent depuis très longtemps. Avec les propriétés acides, qui sont vraiment importantes, parce que tout le monde a en tête, quand on utilise une base de données, ces propriétés acides. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi on s'attend? Et quels sont les compromis qu'on met en place quand on utilise des systèmes différents? Donc, les 4 propriétés, là, on va en parler. La plupart des solutions NoSQL, elles font tomber une ou plusieurs des lettres de ACID, de manière à pouvoir vous proposer des environnements avec des compromis différents, avec par exemple du multimaster facile à mettre en œuvre, on peut perdre un nœud quand on veut, etc. Et bien en échange, on ne va pas forcément avoir les 4 lettres. Si vous prenez MongoDB par exemple, ben vous avez 0 des 4 lettres. C'est un exemple. Bon, on va voir pourquoi et comment. Et puis donc ça, c'est la gestion des données, c'est plutôt le côté opérationnel. Et puis la partie SQL, c'est plutôt le côté développeur. Donc c'est pour ça on revient sur des sujets DevOps. Et le SQL, en fait, on va voir que c'est un langage avancé de traitement des données. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc ACID, c'est en 4 lettres. Le D, c'est la durabilité. Le premier truc à faire avec une base de données que vous considérez acide, c'est de tester la durabilité des données. On fait un jeu de test avec un client et un serveur, et pendant le jeu de test, on débranche la prise du serveur. Quand on rebranche la prise, toutes les transactions qui ont été acquittées par le client, donc on sait qu'il y a eu un commit, on doit les retrouver. Si on ne les retrouve pas, poubelle, on n'a pas le D de acide. Voilà, donc faites le test chez vous. Avec PostgreSQL, vous avez le D de acide, avec d'autres solutions, ça dépend. Alors avec PostgreSQL, si le matériel ment, ou si vous utilisez des systèmes de stockage ou de virtualisation qui vous mentent, on peut perdre le D de acide. Il faut faire un peu attention. Ça peut être la configuration sous-jacente qui est prise à défaut. Et avec PostgreSQL, on peut avoir un compromis sur la durabilité qui est plus léger que ça, parce qu'il y a un coût en performance qui n'est pas négligeable, et on peut mettre en œuvre ce compromis-là pour chaque transaction du système. Donc on peut avoir certaines transactions pour lesquelles la durabilité est non négociable, et d'autres transactions, par exemple la gestion des sessions HTTP ou des choses comme ça, si on les met encore dans une base de données, on peut réduire le niveau de durabilité dont on a besoin sur ces transactions-là, et puis on peut avoir tout en parallèle dans la même base. Dans ACID, on a le A, c'est pour atomique. Ça veut dire que quand on fait une transaction, à la fin, on commit ou on rollback. S'il y a 2 inserts et puis un update, eh bien, soit les 3 passent, soit les 3 sont annulés. C'est ce qu'on appelle rollback. On peut le faire comme ça, par exemple. Donc, bon, en général, on ne le fait pas comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que commit, c'est un ordre, c'est une demande qu'on fait au serveur de base de données. Ce n'est pas une garantie. Au moment où on envoie le message de commit, ça ne veut pas dire que le commit va bien se passer. Donc, quand on envoie le message de commit, on vérifie le message de retour. Par exemple, s'il n'y a plus de place sur le disque dur, vous avez le fameux message no space left on device, et quand vous envoyez commit, on vous renvoie rollback. Désolé, j'ai pas pu le faire. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Donc le fait d'avoir rollback sur drop table, on va pas le faire à la main, c'est pas ça. Quoique, mince, j'étais connecté en prod, bon, ça peut arriver. Mais par exemple, si vous jouez un script de migration qui va modifier le schéma actuel de la base de données, vous avez de l'intégration continue, par exemple, et de la mise en prod continue. C'est des sujets importants chez les DevOps, on va souffler ça plusieurs fois. Et donc, vous avez des trucs automatiques qui vont aller faire des alter tables en production plusieurs fois par jour, parce qu'il y a des changements, et c'est normal, c'est la vie de l'application. Si jamais vous avez un souci de production de type le disque est plein, est-ce que
Enfin, il vous faut absolument avoir une garantie que le schéma de la base de données actuellement en production, c'est soit celui d'avant la mise en prod, soit celui d'après. Ça ne peut pas être au milieu. Bon, aujourd'hui, PostgreSQL est le seul SGBD qui vous permet d'avoir rollback sur un drop table ou un alter table, ce qu'on appelle les DDL, Data Definition Language. Donc si vous voulez être très agile dans vos développements, faire plusieurs mises en prod par jour, y compris des schémas de base de données, eh bien, il vous faut le rollback sur les changements de schéma de base de données. Ce n'est pas négociable. Bon, bah, vérifiez si vous l'avez ou pas. Avec PostgreSQL, vous l'avez. Et le I dans la site, c'est pour l'isolation des transactions. C'est un sujet très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, si vous n'avez pas d'isolation, vous ne pouvez pas faire des backups à chaud. Si vous prenez les vieilles versions de MySQL, pour avoir un backup à chaud, c'était facile. On coupe MySQL, on copie les fichiers et on redémarre MySQL. Bon, en 2015, on ne fait plus ça, c'est fini. Mais on veut quand même avoir un backup à chaud. Donc ça, c'est fourni par défaut avec PostgreSQL. Quand vous connectez pgdump, par exemple, il y a d'autres mécanismes, mais on prend une transaction isolée du reste du système, donc on ne voit pas ce qui se passe autour et on peut faire un backup à chaud cohérent pendant que le système continue de tourner de manière tout à fait normale. Si on vous demande de mettre en place des backups, dites non. On s'en fout des backups. Personne n'est intéressé par un système de backup. Personne ne va aller regarder combien vous avez de backups. Ça n'intéresse personne. Ce qui est intéressant, c'est de faire des recoveries. C'est-à-dire que si jamais vous perdez des données, vous pouvez les retrouver, faire un recovery et à nouveau pouvoir travailler avec des données. Il se trouve que le seul moyen aujourd'hui de savoir faire un recovery, c'est de rejouer un backup. Mais si vous partez du principe que des backups suffisent, vous faites des backups et plus personne ne jamais les teste. Un backup n'est valable que si vous pouvez le restaurer. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un backup. Donc si on vous propose de faire un projet de backup, dites non, non, on va faire un projet de recovery, et on va faire des recoveries tous les jours, et comme ça, le jour où on a une catastrophe en production, ben, on fait un recovery comme d'habitude, et comme le backup a déjà été recover au moins une fois, on sait qu'il est valide, et puis qu'on va pouvoir retrouver nos données. On le fait tous les jours, tout le temps. Par exemple, on a un système de reporting qui travaille sur des données J-1 de la production, donc toutes les nuits, vous faites un backup, un recover, et vous travaillez sur le reporting à J-1 sur le backup, qui a été restauré. Comme ça, vous savez qu'il marche. Donc ne faites plus de backup, faites des recovers. Dans la on a le C, c'est pour la consistance des données. Donc on envoie plein d'octets à Postgres ou autre chose, et puis on veut savoir ce qu'on a en fait. On ne veut pas avoir n'importe quoi tout le temps. Il y a deux éléments sur la consistance des données. Il y a d'une part une cohérence globale sur les datas. Donc là, il va falloir que j'aille très très vite. Bon, l'idée, c'est que si vous avez plusieurs machines avec la même base de données dedans, au niveau de la cohérence des données, ça devient extrêmement compliqué. Donc, dès que possible, pour éviter ça, on va avoir une machine plus grosse à la place. Donc, bonne nouvelle, PostgreSQL, il est très très fort pour le scale-up. Donc, plus la machine est grosse et plus il va utiliser les ressources et ça se passe bien. Alors, en termes d'idées de volume, la difficulté avec les bases de données, c'est quand le jeu de données sur lequel on travaille ne tient pas en mémoire. Voilà, c'est là que ça devient compliqué pour avoir des performances. Aujourd'hui, chez Amazon, vous pouvez prendre une machine avec 2 Tera de RAM. Ça ne coûte pas très cher, 2 Tera, c'est parti. Donc si vous travaillez avec moins de 2 Tera de RAM, avec moins de 2 Tera de données, pardon, bah, ça tient en RAM, ce n'est pas un problème de volume. Voilà. Ça, il faut le savoir. Alors mettez-vous à jour régulièrement parce que l'an dernier c'était 1 Tera, cette année c'est 2. Et si vous achetez le matériel, vous pouvez monter à 6. Donc tout ce qui est. Donc là, je vais passer très rapidement. Quand on parle de haute disponibilité et de base de données, il faut faire de la disponibilité à la fois des services et des données. Donc pour ça, il faut 3 serveurs, il faut toujours. Donc l'architecture classique de Postgres, elle ressemble à ça. Les slides seront dispo en ligne. L'architecture un peu plus avancée, moderne, si vous pouvez éviter, évitez-le. Si vous en avez absolument besoin, ça marche très très bien, c'est avec BDR. Pourquoi il faut l'éviter? Parce que c'est toujours pareil. Maintenant, on a 2 serveurs primaires, donc on a 2 fois plus de scénarios de panne possibles. Et donc, il faut faire 2 fois plus attention à tout ce qu'on fait. Voilà, donc, mais bidirectional réplication, ça marche pour de vrai, on l'a en prod, c'est au support, etc. Vous pouvez y aller. Pour la cohérence des données, le premier élément qui va vous permettre de garantir que les données, c'est pas n'importe quoi, c'est le typage de données. Alors, je n'aurai pas le temps de tout dire, mais souvent, quand on parle de base de données, on imagine qu'il y a des nombres, des textes et des dates, puis c'est à peu près tout. Bon, alors les dates, il y a les time zones. Combien il y a de time zones en France? 12. Ouais, il y a plein d'îles en fait. Combien il y en a en France métropolitaine? 2, parce qu'on en change chaque année 2 fois, heure d'été, heure d'hiver. Est-ce que vous voulez vraiment que tous les développeurs soient au fait de ça et vraiment bons là-dessus? Soit vous avez une très très bonne équipe, soit sinon vous utilisez ce qu'on appelle un timestamp avec timezone dans PostgreSQL et la question ne se pose plus. Voilà. Les booléens, c'est vachement important dans les bases de données. Dans Select, la clause where, elle retourne un booléen, vrai ou faux. Quand c'est vrai, on garde la ligne. Quand c'est faux, on ne la garde pas. Dans MySQL, il n'y a pas de booléen. Bon. Je ne sais pas comment ils font pour les clause where, mais moi, je ne travaille pas avec eux.
Vous pouvez regarder avec PostgreSQL, on a des types d'exclusion sur de... Là, cet opérateur-là s'appelle overlap. Donc c'est quand les choses se chevauchent. Par exemple, des réservations de salles avec un speaker, on ne peut pas être deux en même temps avec le même micro. Donc on dit à Postgres qu'on va exclure dans la même salle deux périodes qui se chevauchent. Avec Postgres, on fait ça, puis ça marche. Et c'est bon, on n'a plus besoin de se poser la question. Ouais, je vais vraiment très vite parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce que vous savez écrire le SQL qui permet de répondre le 40 et le 60 ici? Alors là, par exemple, c'est une carte réseau avec un débit. Enfin, vous voyez le nombre d'octets qui est passé à chaque fois que vous prenez une mesure. Et les tics, là, c'est l'horloge, en fait, c'est le tic-tac d'une horloge. Donc à chaque fois que vous avez un nouveau tic, vous prenez une mesure. Et puis là, bah, la machine a rebooté, c'était une VM, bon, c'est comme ça, c'est Amazon. Et puis donc, vous voulez facturer 40 plus 60 à la fin du mois. Est-ce que vous savez écrire le SQL qui va avec? Bon, alors, en fait, il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a des window fonctions dans SQL. Donc là, par exemple, le lead, ça permet d'aller voir la ligne d'après. Alors la ligne d'après, pour lui donner du sens, il faut avoir une notion d'ordre, donc on va classer par tic. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, pour un tic, je vois la valeur de la ligne d'après. Vous saviez ça? Alors ça c'est nouveau, c'est 1992. Alors, la même année que Unicode et IPv6. Donc si on rajoute un petit case autour pour dire bah, quand j'ai le numéro suivant qui est plus petit que moi, je garde. Si le suivant est nul, c'est que je suis à bout, donc je garde. Dans les autres cas, ça ne m'intéresse pas, boum. Voilà. Ça, c'est du SQL de base depuis 1992. On a plein d'index dans Postgres, tout le monde connaît le B-tree, B c'est pour rebalancer, donc c'est un index équilibré qui est toujours trié. Et en fait, il faut, pour que ça marche, un ordre total des éléments. Donc chaque élément doit pouvoir être considéré soit plus petit, soit plus petit ou égal à n'importe quel élément du domaine. C'est pas toujours le cas. Si on fait de la 2D, est-ce que l'Angleterre, elle est plus petite ou plus grande que la France quand on va d'est en ouest? Bah, Londres, c'est à l'est de Brest, donc on ne sait pas, ça ne marche pas, c'est compliqué. Pareil, nord-sud, il y a des endroits en France qui sont plus au nord que des endroits en Angleterre. Donc en fait, il faut des index en deux dimensions. On appelle ça GIST dans la littérature des bases de données. Et donc on a ça dans PostgreSQL. Avec ça, on peut faire du GIS, par exemple, donc des recherches de géométrie avancée, etc. Gin, c'est pour, en gros, je vais un peu vite, hein, mais voilà, c'est pour faire du full text. Mais c'est pareil, on va indexer à l'envers, c'est-à-dire que dans un document, il y a plein de mots, on va indexer les mots du document plutôt que d'indexer le document lui-même. Donc c'est un index inversé. Donc ça, on sait faire dans PostgreSQL avec support des dictionnaires, des stemmers, avec tout ce qui est singulier, pluriel, conjugaison des verbes, etc. etc. Tout ça, ça fait partie du kit de base de PostgreSQL. Et puis au moment où vous faites le insert, l'index, il est mis à jour. Donc il n'y a pas un index différent dans un autre système de production qui n'est pas cohérent avec les données qui sont en ce moment en base. Alors celui-là, il est un peu de travers, mais c'est pas très grave. C'est juste pour dire qu'on peut faire du géographique non balancé. C'est le seul index qui n'est pas balancé dans Postgres. Par exemple, si vous indexez les restaurants à Paris, il y en a plein, et puis en Sibérie, il y en a moins. Vous ne voulez pas forcément avoir un index balancé sur toute la zone de Sibérie. Ça prend plein de place pour pas grand-chose. Et puis en 9.5, on a les index BRIN. Je vous invite à regarder la littérature, c'est vachement bien. Et par exemple, si vous avez besoin de faire de la géoloc avec Postgres, vous pouvez inclure un type qui s'appelle IP4R, et puis vous pouvez les retrouver. Donc ça, c'est une adresse IP, et ça, c'est un opérateur qui se lit contient, et là, vous avez un range qui contient une IP. Évidemment, quand vous avez défini la table, vous avez dit que vous interdisez les ranges qui se chevauchent. Donc là, vous êtes sûr d'avoir une seule ligne. Là, j'avais fait host Google pour avoir l'IP, et puis quand je regarde avec Geolite, qui est un truc gratuit, vous pouvez choper des données de géoloc. Bon, il me dit, ah, c'est à Mountain View, donc bon, ça va, ça semble cohérent. Alors évidemment, des fois, vous êtes sur le laptop, vous n'avez pas la géoloc, donc vous ne savez pas trop où vous êtes. Donc c'est pour ça que vous avez l'IP. Et puis, donc en gros, là, parce qu'à force de parler, on a soif, donc on va chercher les pubs qui sont autour. Les pubs, ils viennent d'OpenStreetMap, et la géoloc, elle vient de Geolite. Et donc on fait une jointure entre la requête de géoloc par rapport à l'IP et puis la liste des pubs. Et paf, on a la liste des pubs avec la distance en miles autour. Voilà. Donc c'était pas la peine de sortir autre chose que Postgres pour faire ce genre de truc. C'est une requête super simple, elle tient sur un slide, donc elle est simple. C'est mon critère à moi de complexité SQL. Si ça rentre sur un slide, c'est bon. Et ça dure 3 millisecondes, ce qui fait que c'est exploitable pour de vrai en production, pour répondre à des vrais utilisateurs. Et on peut faire plein de trucs rigolos avec Postgres. Là, par exemple, c'était un histogramme de la distribution du nombre de rebonds défensifs de tous les matchs de la NBA de toute l'histoire. Donc là, pareil, ça tient sur un slide, c'est une requête simple. Donc, vous avez entendu parler de MVC. Là, c'est le modèle. Là, c'est la vue. Et ça donne ça. Voilà. Et voilà, on peut faire des choses avec un insert. Vous pouvez avoir un returning. Du coup, vous pouvez l'utiliser dans un with et puis faire une jointure par-dessus derrière.
Les jointures, on peut en faire sur un update. Ici, le from, c'est pour aller chercher les données dans une table. En général, c'est une table temporaire dans laquelle on vient de charger les données qu'on veut merger sur la production. Donc on fait un update avec une jointure, et tout ce qui n'a pas été trouvé par l'update, on fait un insert avec. Le classique du top-N, c'était compliqué à faire avant SQL. Maintenant, on a une jointure qui s'appelle latérale, qui permet d'aller chercher, par exemple, les 10 news les plus récentes par topic. Si on a 10 topics et en 10 news, on va aller chercher 100 lignes comme ça. Et le join latéral, PostgreSQL va être capable d'aller chercher uniquement 100 lignes en base. C'est super rapide. Et voilà, donc ça c'est le logo de Postgres, puis ça c'est un concurrent NoSQL. Voilà. On a le temps pour des questions? Merci beaucoup Dimitri. On va avoir le temps de deux questions. Après on va se faire virer de la salle. Donc Ouais, les slides, alors si je reviens au tout début. Alors les slides, je ne sais pas, mais en tout cas toutes les interventions là sont filmées, seront disponibles sur le site de Paris Open Source Summit d'ici une dizaine de jours. Sinon ça c'est mon Twitter, mais c'est aussi mon nom de domaine, donc tapoe.org, il y a tout dessus. On retrouvera. Ouais. Ouais. Il y a une version longue de la présentation qui a été faite. Ouais, mais ça dure 3 jours. J'ai une version en 3 heures. Merci. Il y a une version en 3 heures qu'on trouve sur Tapoe aussi, sur mon site. Voilà, merci beaucoup. Désolé de devoir écourter l'excellente intervention de Dimitri, comme toujours. Mais les contraintes d'organisation sont ce qu'elles sont. Merci beaucoup, Dimitri. Merci.